y a un téléphone dans cette pièce. Vous nous entendez comme ça? Oui, oui, comme ça. Moi, j'entends pas. On parle dans le micro. Voilà. Eh bien, bienvenue à tout le monde et merci d'être venus si nombreux. C'est ce qu'on dit normalement. Mais d'être venus si nombreux. À la rencontre de 4 auteurs. Alors vous avez de la chance, comme vous n'êtes pas nombreux justement, 4 auteurs à vous mettre sous la dent ce soir. Eh bien, vous avez un rapport de proximité extraordinaire. Bien. Alors, quand on m'a demandé, Pierre Miller m'a demandé si je voulais bien animer cette rencontre. Non, j'ai coupé. Mais c'est Jacqueline. Oh non. Bon, quand on m'a demandé d'animer cette présentation, j'ai dit, voilà, j'ai vu les noms, et j'ai dit, mais quel est le lien entre ces auteurs et quel est le thème? Et alors Pierre m'a répondu, mais ne cherche pas, il n'y en a pas. Alors, à bien s'en approcher, je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même quelques rapports entre eux. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons 3 auteurs qui, selon les termes du politiquement correct, sont non-voyants, et un autre auteur qui ne l'est pas, qui est voyant. Donc, c'était pas ce lien-là. Il y avait donc quelque chose d'autre. Et je me suis dit que peut-être c'était l'intérêt qu'ils avaient, les uns et les autres, à nous faire partager un rapport à l'espace. À notre espace quotidien, peut-être, notre espace de proximité, comme par exemple Jacques Fortier, et à notre espace du bout du monde, comme nos grands voyageurs, à ma droite Jean-Pierre Brouillot, à ma gauche Gérard Muller, qui sont de grands voyageurs, et en définitive avec Éric Brassanglard, le rapport à notre intimité, notre espace intérieur, ce qu'il appelle notre maison intérieure. Alors, si vous le voulez bien, à travers ce fil un peu ténu, nous allons rencontrer ces 4 auteurs. Alors, je vais commencer par notre auteur de proximité, Jacques Fortier, qui a été journaliste, il est bien connu à Strasbourg, et il participe à une collection du Verger éditeur, qui s'appelle Les Enquêtes rhénanes, et je lui disais tout à l'heure qu'il est à lui seul une collection entière. Si, il faut le dire, parce que ça fait combien de temps que vous avez commencé à écrire? Je vais passer, il y avait 2 micros. Et Jean-Pierre, oui, pardon, Jean-Pierre. Ah, ben voilà. Alors, ça fait 10 ans, on est dans la 11e année depuis mon premier roman. Oui, maintenant. alors, 11e année, et combien d'ouvrages? Et le 7e paraît dans 5 semaines. Alors, vous voyez la périodicité, le rythme de production de Jacques Fortier. Alors, en introduction, ce que je voudrais dire, c'est que ces livres, alors, enchantent le public déjà, c'est peut-être un grand succès, c'est que cette collection, elle est vraiment très jolie à manipuler. C'est l'éditeur à... Voilà, regardez. Est-ce que vous... tu vois? Oui, pardon. Tous. Et tu passeras. Voilà. Il y a un rapport au lisse et au brillant, au mat. Et je ne sais pas si vous le sentez sur la. Oui. Donc elle est vraiment très agréable à toucher parce qu'il y a une variation sur la couverture. Ouais. C'est ce qu'on appelle techniquement un vernis partiel. Un vernis partiel. Voilà. Et donc, il y a déjà une attractivité dans l'objet livre. Et à l'intérieur, évidemment. Alors, Jacques Fortier nous présente à chaque fois un petit roman policier, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses. À chaque fois, nous sommes instruits de mystères, de tout l'espace qui nous entoure, que ce soit la cathédrale, que ce soit dans les Vosges, que ce soit au Königsbourg. Et puis, nous avons fait connaissance avec un personnage qui a été créé de toutes pièces. Ce personnage s'appelle Jules Meyer. On l'a vu grandir, ce petit. On l'a vu passer devant nous dans le Haut-Königsbourg. Et puis, on l'a vu tomber amoureux. On l'a vu sur scène. On sait même où il habite à Strasbourg.
ce Jules Meyer. Et il est charmant, il est intuitif, il est sympathique, et c'est lui qu'on va chercher avant de demander à la police de résoudre une enquête, parce qu'il est discret en plus, et il sait tout faire. Et il est éminemment sympathique. Alors, j'apportais ma première question, et la suivante. Est-ce que Jules Meyer, c'est vous? Non, les dates ne collent pas, puisque Jules Meyer est né en 1898 et que je ne sais pas encore quand c'est qu'il a quitté ce monde. Voilà. Donc je ne sais même pas encore si nous avons une chance de nous rencontrer dans la chronologie. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement un petit peu de moi dans chacun des personnages et un petit peu aussi dans ce détective-là qui, vous l'avez rappelé gentiment, est né de façon très discrète, puisque dans mon premier roman, Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg, qui est un pastiche holmésien, j'emprunte le personnage. Sherlock Holmes de ressuscité. Voilà, à Conan Doyle, et je lui fais passer une semaine en Alsace, alors que le grand auteur britannique ne lui avait donné que quelques heures en 1891. Moi, je lui donne une semaine en 1909. Et dans le livre, simplement, c'est rajouté, en cours d'écriture d'ailleurs, un petit garçon. Un petit garçon, voilà. Un petit garçon, ce Jules Meyer, qui est l'enfant des hôteliers restaurateurs du Schenzel, en dessous du Haut-Königsbourg, là où descendent Holmes et Watson. Voilà, c'est très, très, très précis, voilà, les ancrages. Et qui donne un petit coup de main pour monter les bagages des deux Britanniques, est fasciné par la présence d'Holmes, dont il connaît les exploits, car les livres de Sherlock Holmes existaient déjà en allemand et en français en 1909 quand même. Donc le petit Jules les a lus, bien évidemment, on a lu quelques-uns, il connaît bien le chien des Baskerville notamment, et donc il est fasciné, et puis Holmes, qui n'est pas très très à l'aise avec les enfants, mais qui sent l'admiration que lui porte le petit gamin, lui confie une toute petite mission dans son enquête, et à la fin du roman, lui remettait une casquette, vous savez, cette fameuse casquette de Tweed Arama, qui est spécifique de Sherlock Holmes, et dont, si vous avez lu Sherlock Holmes et le mystère de Haut-Königsbourg, vous savez qu'il l'a acheté à Célestin, et qu'il ne l'a jamais porté. Donc il l'offre au petit Jules. Ça aurait pu s'arrêter là. Le petit Jules aurait pu ne pas survivre, et c'est grâce au succès du livre. Le succès du livre, c'est d'abord la passion des lecteurs. Parce que ce livre a rencontré ses lecteurs. Mais juste une parenthèse, est-ce que celui-ci n'est pas traduit en braille? Il y en a un qui est en braille. Si, Sherlock Holmes, c'est celui-ci. Et en audio. Et en audio aussi. En audio dans la voix. Oui, d'accord. Alors que d'autres existent en audio dans la voix d'autres bénévoles de la bibliothèque sonore. Alors c'est intéressant c'est effectivement précieux de le dire. Et donc le petit Jules Meyer aurait pu ne pas survivre à ce premier livre. Absolument. Et puis en fait, compte tenu de ce qui s'est passé, je suis décidé à le faire grandir et à en faire le disciple qui marche sur les traces du maître, donc le détective récurrent de mes romans policiers suivants. Donc on le retrouve en 18 à la fin de la Grande Guerre, en 21 où je lui permets de rencontrer Antoine de Saint-Exupéry à Strasbourg, ça c'est l'histoire, en 24 je lui donne son grand reportage, sa grande enquête en Afrique équatoriale française. Oui, pour rencontrer Albert Schweitzer. Parce qu'on voyage aussi chez vous. Voilà, en 26 avec les autonomistes alsaciens, et bientôt en 28 sur les sommets vosgiens. Voilà d'où est né Jules Meyer. Je ne sais pas jusqu'où il ira. Ça dépend un peu de moi, beaucoup de lui et encore plus des lecteurs. Et voilà. Alors moi je dois dire que dans tous vos livres, celui qui a ma préférence, parce qu'on a tous nos préférences, moi c'est 15 jours en rouge. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Et une période où sur la cathédrale de Strasbourg a flotté un drapeau rouge. Et c'est un épisode qu'on ne connaît vraiment pas. Moi je ne connaissais absolument pas cette histoire-là. Et c'est absolument passionnant. Et vous pouvez en dire deux petits mots comme ça, juste pour... C'est-à-dire que tout simplement à la fin de la Grande Guerre, dans les derniers jours qui ont précédé le 22 novembre, c'est-à-dire la, entre guillemets, libération de Strasbourg, l'Alsace et la Moselle étaient encore allemandes et ont participé à l'histoire allemande de ce moment-là, qui est ce qu'on appelle les conseils d'ouvriers et de soldats, c'est-à-dire une révolution marxiste, qui en Allemagne a duré au moins 18 mois, qui a fait des morts, qui a été un vrai soubresaut de la société allemande après l'Empire qui s'était effondré et qui a abouti finalement à la fragile République de Weimar. Bon, en Alsace, qui redevient française dans la foulée de la Grande Guerre, ça a été un feu de paille. Mais ce mouvement a été réel en Alsace et dans les grandes villes
et dans les campagnes, avec des conseils d'ouvriers et de soldats, avec le retour notamment de tous les Alsaciens qui avaient combattu dans l'armée de l'empereur, dans l'armée allemande, et qui ont traversé l'Allemagne, qui sont nourris par cette révolution. Elle commence sur les ports de la Baltique, à Kiel notamment. Beaucoup d'Alsaciens sont là-haut parce que beaucoup d'Alsaciens sont dans la marine impériale et ils sont démobilisés, ils retrouvent leur terre et ils ont la grande tentation à un moment d'exporter ces idées dans leur pays, dans leur région, et de rêve à une forme d'Alsace rouge dans l'Allemagne rouge ou sous une autre forme. Alors d'où ce drapeau qui va... D'où ce drapeau qui va flotter en haut de la cathédrale de Strasbourg pendant quelques jours. 15 jours. On ne sait pas historiquement qui l'a monté là-haut. Oui. Moi, je fais une suggestion. Sûr, oui. En revanche, on sait très bien qui a monté le drapeau bleu-blanc-rouge après. Et là aussi, je m'amuse. Donc ce sont des livres d'histoire. Hein. On y apprend l'histoire régionale à fond, etc. Et pas seulement. Non, c'était pas 15 jours en rouge. Je voulais lire un petit passage sur la cathédrale. Voilà, merci. Je voulais vous montrer aussi une autre facette de l'écriture de Jacques Fortier, tiré de Chapitre fatal à la cathédrale. Il aurait pu s'appeler Meurtre à la cathédrale, mais le titre était déjà pris depuis longtemps. Donc, Chapitre fatal à la cathédrale, où notre ami Jules Meyer va bien sûr intervenir parce que, voilà, il y aura un meurtre. Et je voudrais vous montrer la précision de l'observation de Jacques Fortier en observant justement la cathédrale, et aussi son écriture précise et poétique. Alors, je vais essayer. Voilà, c'est le chapitre 2, et nous allons suivre un jeune séminariste qui s'appelle Irénée. Strasbourg, 14 juillet 1922. Nous alternons les chapitres entre le XVe siècle et puis le XXe siècle. Donc Strasbourg, 14 juillet 1922. Irénée surveillait le soleil, un mince ray de soleil à vrai dire. Chaque matin d'été, un peu après 5 heures, un trait de lumière glissait sur l'escalier de la crypte. Il s'y cassait sur les marches de grès, s'y déplaçait lentement, puis s'évanouissait. Il apparaissait début mai pour la fête de Sainte-Adélaïde et disparaissait fin août pour celle de Sainte-Sabine. Au début, ce n'était qu'un éclair fugitif, et petit à petit, d'une aube à l'autre, il prenait plus de temps et son passage sur l'escalier durait. Pour le solstice de juin, jusqu'à 2 minutes, puis il se raccourcissait pour s'effacer tout à fait à la fin de l'été. Bien sûr, quand le ciel était couvert, le trait de lumière ne se montrait pas. Chaque matin, quand Irénée traversait le cloître niché entre le séminaire et la cathédrale, il levait donc les yeux. Avait-il rendez-vous aujourd'hui avec ce pinceau de lumière? Quand le ciel était pur ou s'éteignait derrière les étoiles, Irénée se sentait alors plus joyeux. Encore quelques minutes, et ce vendredi 14 juillet, fête de Saint-Bonaventure, vous le savez, le soleil allait prendre son temps. Mais il fallait être patient. Au séminaire, on apprenait la patience. Le jeune homme tourna la tête. La crypte n'était éclairée que par une vingtaine de gros cierges plantés sur des chandeliers de métal noir. C'était assez pour voir l'autel de pierre, le haut crucifix, le cierge pascal, épais comme un tronc d'arbre, et le lutrin de bois blond récemment refait, où reposait une grande Bible de cuir rouge. Irénée savait aussi que sur le grand buffet de bois qui hébergeait le complexe mécanique de l'horloge, 4 automates s'animaient. Le dernier tintement vibrait encore. On entendit un cri d'effroi. Irénée se sentit glacé. Il leva les yeux vers l'escalier. À ce moment exact, le ray de lumière de Sainte-Adélaïde fusa sur les marches de grès. Au sol, une silhouette était allongée. En soutane noire, Irénée posa son chandelier, s'approcha à pas compter. Sur le pavement gisait le chanoine André Laure, mort. Voilà. Donc, à vous la suite. À vous la suite. Donc vous avez cette description tellement précise du rayon de soleil jusqu'à ce chanoine tendu et dont la recherche du coupable sera un nouveau défi
pour Jules Meyer, dans la cathédrale de Strasbourg close. Je suis, j'avoue, modestement fier d'avoir installé un huis clos policier dans la cathédrale de Strasbourg. Sans policier d'ailleurs. Voilà. Alors, pour terminer, dites-nous quel va être le prochain ouvrage. Alors, le prochain est écrit, il s'appelle Les 9 Sentinelles des Vosges. Il paraîtra dans 5 semaines, le 17 avril. Alors, les Sentinelles des Vosges ne sont pas des soldats égarés de la Grande Guerre, ni allemands, ni français. Ce sont les tours. Pas les tours des châteaux forts, mais les tours que le club vosgien a fait édifier sur plusieurs sommets des Vosges entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. C'était pas pour des raisons défensives, c'était des tours belvédères, but de promenade et point d'observation de la nature alentour, du panorama, permettant de voir le panorama sans couper les arbres au sommet des montagnes. Pour ceux qui sont alsaciens, le Climont, le Grand Wintersberg, le Champ du Feu, bien entendu, dont la tour est en ce moment en réfection. Il y en avait 9 en 1928 quand se passe le roman, et le roman va se passer de tour en tour tout au long de l'année 28. Voilà. Comme un jeu d'échecs. Et donc, on vous retrouve bientôt dans cette librairie pour présenter votre livre. Dans ce même lieu le 18. Le 18 avril, rendez-vous avec Jules Meyer. Merci beaucoup, Chantal. D'accord, ok. Voilà. Alors maintenant... je vais me tourner à ma gauche vers Gérard Muller. Donc, oui, ça je pourrais lui passer. Qui est déjà venu dans cette librairie présenter ce livre-là. Comment s'appelle-t-il? Et qui n'est pas un auteur, je tiens à le préciser, donc je me sens un peu... donc je suis un peu un ovni, je ne suis pas un auteur, et tu es bien placé, Chantal, parce qu'on a travaillé ensemble déjà, et on était ensemble à cette librairie aussi, pour l'aveugle insensé. Oui, il voulait voir autrement. Voilà. Alors là, un nouveau titre, Gérard, donc... Je vois mon bonheur. Alors, ma première question, puisqu'elle a été introduite aussi directement, pourquoi ce besoin de faire une deuxième biographie? C'est pas indiscret, sinon. Non, mais ce n'est vraiment pas indiscret. Bon, c'est vrai que j'ai eu le bonheur de rencontrer qui est un monsieur charmant, Laurent. Oui. Et qui me l'a demandé, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité. Et puis il faut dire qu'il s'était passé, moi je vais souffler un peu la réponse, il s'était passé d'autres choses dans ta vie. Ça n'était pas terminé. Il y a eu des deuils, il y a eu des douleurs, et puis il y a eu des bonheurs. Donc effectivement, le premier livre n'était pas une biographie complète, puisque la vie continue. Alors je me dis que dans quelques années, on en aura aussi une troisième. Ça sera tout à fait autre chose. Ce sera autre chose. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce titre, Je vois mon bonheur? En fait, c'est ma femme qui me l'a soufflé. En fait, en lisant les esquisses de ce livre, elle a dit, je pense à une parole de Prévert, j'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, j'ai trouvé ça tout à fait juste. Et c'est vrai que le bonheur, la joie de vivre, vraiment quand on baigne dedans, on n'en a pas conscience. Et c'est quand ce bonheur part qu'on s'en rend vraiment compte des années heureuses que j'ai vécues. Et voilà, donc c'est là que le titre est venu de là aussi. Et je vois mon bonheur, et c'est vrai que voilà. Très bien. Merci. Alors, j'ai sélectionné un passage de ce livre qui révèle le côté aventurier, le besoin que tu avais d'aller toujours plus loin, parce que on sait que Gérard a bourlingué à travers le monde, de Paris, Pékin en tandem, le Brésil. Enfin, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Le Burkina, enfin, beaucoup de pays sous ton chemin. Et tu racontes dans ce chapitre un moment où va se décider
l'aventure au Brésil. Alors je commence, un jour d'été, alors que je passais des vacances en famille sur l'île de Ré, j'ai reçu un coup de téléphone qui a orienté mon engagement pour les années à venir. Je sentais depuis un moment le besoin d'aller aider les aveugles des pays les plus déshérités. L'appel d'Edwige Lepelletier tombait à pic. Dans le cadre de son école de commerce parisienne, l'ESSEC, elle effectuait une activité humanitaire au Brésil avec l'association française Brincadera. Grâce à elle, je suis entrée en contact avec la fondation Do Caminho, qui œuvre dans une favela d'Alagoinhas, une ville de 200 000 habitants située dans l'état de Bahia, à environ 150 km de Salvador, où le seul employeur est une petite usine à bière. Edwige m'a parlé des problèmes que rencontraient les aveugles dans l'école créée par cette fondation, du dénuement le plus complet dans lequel ils évoluaient. On trouvait là des sourds, des aveugles, des malvoyants, des enfants ayant de graves problèmes sociaux. Je n'ai pas hésité une seconde à me rendre sur place en sachant que l'aventure était complexe. Ce qui pouvait me permettre aussi de calmer une envie de bougeotte que j'avais de plus en plus de mal à contenir. Alors c'est ça l'envie de bougeotte, peut-être qu'il sera partagé aussi par tout à l'heure Jean-Pierre. Ah oui, tout à fait. Et par exemple, donc j'avais fait envoyer sur place un container comprenant notamment 5 tandems, des cannes blanches, des loupes, des machines à écrire pour aveugles avec 6 touches. J'ai passé 2 mois en immersion totale dans la communauté frappée chaque jour par l'extrême pauvreté qui y régnait. Le matin, les frères ouvraient la porte de la cour et faisaient entrer tous les enfants qui traînaient dans la rue, qu'ils soient scolarisés dans l'école ou non. On leur servait un petit déjeuner qui serait le seul repas de la journée pour beaucoup d'entre eux, l'idée étant de les amener progressivement vers le milieu scolaire. Après le repas, ils avaient le droit de jouer dans la cour jusqu'au début des études. Et le rôle de l'école était avant tout occupationnel. Les élèves, même sans handicap, avaient peu d'activités en dehors. J'ai principalement porté mes actions sur la locomotion et le sport, notamment à travers mon fidèle tandem. Et il nous raconte un peu plus loin une histoire terrible. L'histoire de Derivaldo, par exemple, est terrible. En Afrique, ou dans les quartiers d'Amérique du Sud, le fait d'avoir un enfant invalide est considéré comme une malédiction divine, une punition pour des fautes antérieures. L'enfant incarne les péchés commis. Il faut le cacher à tout prix, aux yeux du monde. Sourd, Derivaldo a été élevé parmi les chiens. C'est un miracle que la Fondation ait pu le découvrir. Lorsqu'il est arrivé au centre, il avait adopté tous les codes canins. Sa seule façon de communiquer consistait à émettre des grognements proches de l'aboiement ou à mordre. Il a fini par évoluer, à montrer des signes d'affection, là encore excessifs, bien qu'il ait fini par abandonner ses grognements. Il n'a jamais été vraiment possible d'entrer en contact avec les séquelles qui étaient bien trop profondes en lui. Et il continue à nous donner d'autres exemples de ce genre. Donc ces aventures au bout du monde sont en même temps les aventures en même temps très dures aussi à vivre, n'est-ce pas? J'ai retrouvé, pendant que tu lisais mon épisode brésilien, c'est vrai que j'ai pensé aussi, parce que je suis un peu plus en Afrique en ce moment, et tout ça je l'ai retrouvé aussi bien en Afrique, aussi bien en Amérique centrale, aussi bien en Amérique du Sud. On retrouve toujours ce phénomène de malédiction. C'est vrai que quand on est parent, on a honte d'avoir un enfant handicapé, et surtout on se fait des reproches. Et ça, c'est la pire des choses. Déjà, en tant que personne handicapée ici, on a honte, et ça tu le sais aussi parce qu'on en a beaucoup parlé, on a honte de se montrer en tant que personne handicapée. Mais si ce phénomène de honte et de culpabilité existe aussi chez les parents, c'est véritablement terrible et on a beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà, et c'est vrai que le rôle des parents est extrêmement important et c'est vrai que partout dans ces pays, souvent, les jeunes handicapés, on les cachait. Et oui, et on voit même d'autres choses. Par exemple, à Madagascar, ça me fait penser à ça. Avoir des jumeaux est parfois considéré, c'est même souvent dans la campagne, considéré comme un signe de malédiction. C'est une malédiction. Et on livre les jumeaux, on les met dans un enclos à zébus. Et les élus vont passer et adviennent que pourra.
Voilà, à dire que pour eux, celui qui s'en sort, il s'en sortira, celui qui s'en sort pas, eh bien tant pis, c'est une façon de conjurer le mauvais sort. Alors il y a toujours cette espèce de honte à ne pas être finalement semblable comme les autres, qui peut se retrouver dans de nombreux pays, et on a certainement ça aussi chez nous, hein, ce rapport à celui qui est différent. Enfin, toi tu peux en parler. Toi tu n'as pas été handicapé enfant? Si. En fait, c'était ce qu'on appelle un handicap caché, et c'est d'ailleurs une période beaucoup plus difficile à vivre. C'est quand j'étais jeune, j'étais pas déjà comme tout le monde. Je me rappelle très bien au lycée, quand on constituait une équipe de foot, j'étais toujours le dernier à être pris dans l'équipe, parce que je voyais pas toujours la balle, parce que j'avais déjà une atteinte du champ visuel. Quand j'étais jeune, l'autre premier symptôme de ma maladie, c'était la cécité dans la pénombre. Quand il faisait entre chien et loup, je voyais plus, et donc j'étais différent des autres, et c'est vrai que j'ai eu droit aussi à ces railleries, à ces moqueries, parce que j'étais différent. Et en fait, j'utilise rarement le mot handicap, donc je suis différent. Oui. Et c'était déjà les prémices de la rétinite pigmentaire. En fait, c'était déjà les signes d'une rétinite pigmentaire, c'est ça? En fait, pour être très simple, le premier signe de la rétinite, c'est les bâtonnets qui meurent. Donc c'est les petits photorécepteurs qui sont en périphérie de l'œil et qui ont deux fonctions essentielles. C'est eux qui commencent par mourir. Ces bâtonnets ont deux fonctions. La première, c'est la vision à 180 degrés, donc de pouvoir voir à 180 degrés, c'est-à-dire d'avoir un champ visuel normal, ça c'est le premier symptôme, et la première fonction de ces bâtonnets. La deuxième fonction de ces bâtonnets est de voir, parce que ces bâtonnets amplifient jusqu'à 2 millions de fois le signal lumineux, ce qui vous permet de voir dans la pénombre. Donc mon premier symptôme, ce que je raconte souvent, par exemple quand on allait toujours, mais Pierre Muller est au courant, c'est un copain de Haguenau, et on allait souvent à l'époque c'était Kirviller, hein, c'était les dancings du coin, et je m'en rappelle une fois, c'était très cuisant, j'invite à danser un garçon, et ce qui a terminé par une bagarre, parce que il l'a mal compris que je m'invitais à danser. Et ça, Chantal, je n'étais pas véritablement aveugle, je ne savais pas ce que j'avais, c'est sûr que j'étais différent, et ça, quand tu sais pas ta différence, que tu as du mal à mettre des mots dessus, c'est extrêmement long. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour Jean-Pierre Brouillot, enfant. Parce que lorsqu'on lit la belle biographie de Jean-Pierre Brouillot, qui s'appelle « Allez voir ailleurs », on apprend que tout petit, on va dire, oui, vraiment petit, à l'âge de 2 mois, vous êtes opéré d'un glaucome, oui c'est ça, d'un glaucome, et l'opération ne réussit pas. Donc c'est la perte d'un œil pendant toute l'enfance. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier pendant toute cette enfance, avant que le deuxième œil soit atteint? Quand on est enfant, quand on est dans le pays de l'enfance, on n'est pas dans la comparaison en fait. Hein. Oui. La souffrance, elle advient qu'après, quand on est dans la comparaison, plus tard, on dit « J'étais malheureux, je voyais mal ». Mais c'est des conneries, en fait. C'est après. C'est après. On est tellement encastré dans la vie, dans l'instant présent, que non. Moi, j'ai absolument pas souvenance de... C'est plus tard, effectivement, que la comparaison arrive. En fait. Et alors, la perte du deuxième œil, c'est la même chose aussi, comme sur le deuxième œil, beaucoup plus tard, à la fin de l'enfance, au début de l'adolescence. Moi, j'ai un résumé là-dessus. La vie voulait que je vive ni Dieu ni maître. Voilà. Et je suis complètement... je me reconnais, moi. Et alors, évidemment, pour rendre service à un enfant qui est en train de perdre la vue, qui perd la vue, etc., les parents font ce qu'ils peuvent, ils le mettent dans une école spécialisée. Qui n'a pas voulu de moi, oui. Et oui, et cette école spécialisée va permettre finalement des rébellions extraordinaires, n'est-ce pas? Oui. Moi, c'était pas le drapeau rouge, mais j'ai mis quand même le drapeau noir sur l'école, l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. Oui, mais avant, alors, moi je voudrais que vous nous racontiez un petit peu de ce qui m'a vraiment enchanté en lisant ce livre, Allez voir ailleurs. Donc, on imagine Jean-Pierre, jeune adolescent, encore petit garçon,
garçon, etc. Et il ne s'entend pas vraiment avec ses professeurs, hein, il nous le dit. Hein. Et particulièrement du professeur français, alors là, il n'y a vraiment pas d'affinité. On verra plus tard qu'avec le professeur de géographie, c'est différent. Mais voilà que quelqu'un, dans sa détresse, dans son mal-être dans cette école, un frère va le prendre par la main. Et de qui je veux parler? Je veux parler d'un poète. C'est Rimbaud. Rimbaud va le prendre par la main. Et il va le découvrir tout seul. C'est Rimbaud qui vient le chercher. C'est vraiment Rimbaud. Ça peut parler de cette rencontre avec Rimbaud? C'était la rencontre à 15 ans, avec le poème Voyelle. Oui. Et qui m'a totalement parlé, parce que je ne savais pas à l'époque, je mettais pas des mots sur la synesthésie. J'ai compris ça plus tard, mais je me suis vraiment reconnu dedans. Et c'est amusant, parce que là, je suis en train de travailler sur un nouveau livre. J'écris de la poésie, je lis de la poésie dans les théâtres et autres. Et ce matin, ma correctrice m'écrit, et sur l'objet du mail, elle me met les vagabondages d'un halluciné rimbaldien. Et donc, cette rencontre avec Rimbaud à 15 ans, et je suis allé en Éthiopie il y a quelques années, et je me suis laissé inviter une nuit. Je me suis assis dans une rue au fin fond d'Ara, où il y avait les hyènes qui... Comment on dit les hyènes? Qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi le cri de la hyène? Je me souviens plus, en fait. Si je l'ai... Ah, Jacques, je crois, ouais. Et en fait, c'était très étonnant, mais quand j'ai senti qu'il y avait une présence, quelque chose qui m'envahissait. Et pendant un mois, j'ai vécu une espèce de grossesse très inconfortable. Je sentais qu'il y a quelque chose qui allait à un moment donné apparaître sous forme de mots. Mais ça a été très très compliqué. Et il y a un texte qui est venu, qui a jailli un jour, que j'ai appelé On n'est pas toujours fier d'être voyageur, où j'ai vraiment eu la sensation, même c'est plus que ça d'ailleurs, il y a vraiment eu une communion avec l'esprit de Rimbaud. Oui. Et alors, ce qui est très touchant aussi dans ce livre, que je conseille à aller voir ailleurs, c'est aussi le petit garçon dans cette école où il ne se sent pas bien du tout, etc. Il a un petit poste de radio qui cache dans son oreiller. Et il y a beaucoup de choses qui viennent par la radio, qui viennent alimenter l'imaginaire de Jean-Pierre, et même par la suite avec France Culture. Ce qui est surtout étonnant, c'est que les émissions auxquelles vous faites allusion, c'est Campus, en fait, c'est des émissions qui faisaient poindre un peu l'aurore de tout ce qui était alternatif, qui a débouché sur des revues comme Actuel et tout ça. Et c'est des mots qui m'ont beaucoup frappé, des mots comme méditation et autres. Et c'est vrai que j'ai rencontré après, beaucoup plus tard, mais j'ai rencontré pourquoi j'avais été aussi aventurier dans ma vie. Et j'ai surtout compris que je ne cherchais pas l'aventure extérieure, en fait. Il a fallu que je vive, que je sois chercheur d'or, que de toute façon, voilà, j'ai fait des milliers de choses autour du monde, inconcevables. Et en fait, j'ai réalisé un jour que ce que je cherchais, c'était moi, en fait, que j'étais à la recherche d'un endroit où il n'y a plus de frontières. La maison intérieure. La maison intérieure, dirait Eric, oui, tout à fait. En tout cas, un endroit sans frontières. Oui, oui. Et qui n'a pas besoin d'être justifié par des kilomètres, qui est toujours là et qu'on ne veut pas voir. Un grand voyageur comme ça, qui ne sont pas les kilomètres qui nous façonnent, mais c'est quoi? C'est la relation à l'instant présent. Je vais vous lire le début, l'introduction de ce... Alors, je vous ai parlé de Aller voir ailleurs, qui est une biographie, une autobiographie. Et ce dernier livre s'appelle Voyage du coq à l'âme. Vous voyez ici tout de suite l'humour aussi, et les jeux poétiques de Jean-Pierre. Et on parlera ensuite, si vous voulez, de la facture de ce livre, qui est très original. Voilà le début. J'avais retenu, du peu d'études que j'ai faites, que le géographe Ératosthène s'était laissé mourir de faim parce qu'en devenant aveugle, il ne pouvait plus contempler les étoiles. Dans l'ardent désir de faire de ma vie un voyage, y a-t-il eu un besoin de réparer la capitulation d'Ératosthène? Je me demande bien pourquoi, comme lui, j'aurais dû abandonner au plus grand nombre, à ceux qui voient, l'exclusivité
continuer de faire l'amour au grand corps palpitant du monde. Voilà l'introduction, le premier paragraphe. Alors, on est tout de suite saisi déjà le paradoxe. Voilà quelqu'un qui nous dit, moi j'ai pas fait d'études, je connais rien du tout, alors etc. Et donc voilà quelqu'un qui est tout à fait étonné que le géographe Ératosthène soit laissé mourir. Voilà, on connaît Ératosthène. Qui connaît Ératosthène? Bravo, bravo. Parce que vous ne traînez pas dans les tavernes en Grèce. Mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse Ératosthène. Il y a même des gens qui ont fait des études. Toi, tu connais? Non. Pourtant, Jacques, c'est aussi un érudit. Alors bon, Ératosthène, comme on n'a pas fait d'études, voilà le premier paradoxe qui va nous livrer. Non, mais je l'ai rencontré un soir de cuite voilà. dans les rues de la Plaka à Athènes. Voilà. Et il faut dire aussi que le professeur de géographie n'y est peut-être pas pour rien, parce qu'il semble que dans ce que vous racontez, là, dans Aller voir ailleurs, il est compris le personnage, il a compris ce petit garçon qui était Mathusalem et qui lui a donné l'envie de comprendre la géographie et de parcourir le monde. D'ailleurs, comment dit Jean-Pierre, il ne dit pas « je voyage », il dit « je voyage le monde ». Hein. Les néologismes sont créés sous sa plume, comme par exemple il dit « en voyageant sans but précis à l'âge de 16 ans, sans doute ai-je voulu continuer à infinir la route des hommes. » Et voilà un verbe infinir qui nous glisse sous la plume et sous l'œil. Comme ça, inventer, infinir, et pourtant on en avait besoin de ce verbe. Et bien voilà, Jean-Pierre nous l'a formidable. Alors revenons à la capture de ce livre. Comment le qualifier, ce livre? Est-ce que c'est un roman? Non, c'est pas un roman. Est-ce que c'est un carnet de voyage? Je vous laisse répondre. Ah ben, J'ai écrit ça avec. J'ai essayé d'être correctement politiquement correct. Voilà. J'ai écrit ça avec ma chair. Alors, ce livre, qu'est-ce que je dois dire? C'est dit un carnet de voyage, mais pourtant, je vais dire, c'est pas des chapitres parce que c'est très court, ce sont des séquences, et chaque séquence commence par un lieu. Qu'importe le lieu, ça peut être Paris, ça peut être Strasbourg, ça peut être encore, je sais pas, l'Éthiopie, ça peut être la frontière de l'Ouganda, ça peut être le Rwanda, voilà. Chaque séquence commence par, on va dire, une espèce d'invitation au voyage. Et sous cette invitation au voyage, Jean-Pierre, un petit quatrain poétique. Et sous le quatrain, petite histoire, qui peut être drôle, qui peut être triste, qui peut être provocatrice, qui peut être tout aussi, parce que, Jean-Pierre, mais vous êtes aussi un peu Casanova sur votre chemin du monde. Oui ou non? Oui, je vais un peu expliquer. Parce que les rencontres féminines pleuvent. Oui, bon, voilà, c'est beaucoup d'érotisme. Oui. Voilà, l'érotisme et c'est des femmes qui m'ont fait écrire aussi. Signe la patte de Jean-Pierre, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et alors, si vous voulez, je vais vous lire je peux lire un petit passage? Oui. Attends, c'est après voilà. Alors, regardez, ça fait, je trouve que c'est ça. C'est un peu celui-là que je voulais dire. Là, c'est pour. Ah oui, ça s'appelle. Là, le lieu, c'est Underground. Alors, on est à Paris, hein, c'est ça? Ou bien on est à New York ou on est où? Non, c'est le coup du métro, là. C'est le coup du métro. Les esclaves. Oui, c'est le coup du métro. C'est à Paris, non? Oui, c'est à Paris. Voilà. Et ça s'appelle, alors je ne sais pas qu'il y a un titre en plus chaque fois, ça s'appelle cette séquence L'appât des apparences. Vous avez déjà la libération. J'ai brûlé mes cheveux, mon passeport, mangé mes parents. Amarante et concave tentation de devenir transparent, je me suis coupé en deux pour m'observer. Dieu, rien à voir, surpris. Notre petit quatrain. Et la suite. Ah, le piège des représentations inconscientes. Aveugles et mendiants sont-ils si indissociables l'un de l'autre dans l'imaginaire collectif? Toujours est-il que ce jour-là, j'attends un ami en haut d'un escalier plongeant dans les abîmes du métro. Je suis tranquille, ma canne à la main, debout, convenablement habillée, rien de trop, rien de moins, en tout cas rien qui pourrait faire songer que je suis dans le besoin.
Je me souviens que la chanson Sympathy for the Devil des Rolling Stones, Belle mes pensées, Pleased to meet you, derrière les chœurs, les percussions, la guitare acide de Keith Richards. Quelqu'un gravite les marches en soufflant légèrement, sans doute une personne âgée. Elle fait halte à ma hauteur. J'imagine qu'elle veut réguler sa respiration. Je l'entends fouiller dans son sac. Cherche-t-elle de la ventoline? Asthmatique, la dame? Si toutefois il s'agit bien d'une femme. Un trousseau de clés agitées, des bruits mat, clairs, sourds, froissement de tissu, tintement de pièces de monnaie, et puis un claquement sec qui doit indiquer la fermeture d'un sac à main féminin. Je pense, cette fois-ci, je suis sûre de connaître le sexe de cette personne en station immobile devant moi. Surprise! Elle me prend la main, me l'ouvre délicatement et glisse pièces d'argent et billets au pluriel pliés. Premier réflexe, j'ai envie de lui faire savoir que c'est pas parce que je suis aveugle que je dois être confondue avec un avion. Mais tout compte fait, je décide de me laisser faire. J'accepte et je remercie. Puis arrivent des conseils. Mettez vite ça dans votre poche, jeune homme. Faites attention, on pourrait abuser de vous. Aujourd'hui, il n'y a plus de morale, vous savez. Je remercie et j'acquiesce. Quelques minutes plus tard, je fais glisser dans une autre main l'argent gagné grâce aux clichés résistants de l'aveugle mendiant. Il semble que celle-ci appartienne à un clochard en train d'invectiver la maréchaussée. Il braille comme un forcené tout en martelant du poing sa gamelle en ferraille. Mort aux vaches, mort aux vaches! Tiens, prends ça, Joseph, je t'assure, c'est de l'argent gagné facilement. Oh, mais m'appelle pas Joseph, tête de nœud. Je suis l'empereur Napoléon Ier. Ah, décidément, tout le monde se prend pour quelqu'un d'autre. Lui se prend pour Napoléon, moi je me prenais pour un clochard vitupérant. Tout à l'heure dans le métro, une dame m'a confectionné un costume de mendiant avec les aiguilles et les ciseaux de sa pensée. Non seulement tout le monde ou presque joue la comédie pour maintenir les apparences sociales, mais on prête également aux autres des identités qu'ils ignorent. Mais quelle comédie! Je marche, coup de canne à gauche, coup de canne à droite, me disant que ces personnages ne sont que vapeurs de pensée solidifiées par un maladif besoin de croire en eux pour asseoir les hiérarchies, les comparaisons et pour donner de la consistance à leur égalité, à leurs égoïtés, par un jeu de mots. À bien observer toutes ces identités inventées n'ont de pourtour que ceux conférés par la peur de disparaître. La dame du métro a donné de l'argent à la représentation qu'elle se fabrique d'une personne aveugle. Je me suis débarrassée de ce cadeau en croyant aider un clochard raviné. Mais erreur de perspective, je m'adressais à Napoléon Ier lui-même. Tout cela n'est que théâtre d'ombre, effet de manche, du prix, représentation, paraître. Mais n'est-ce pas en marchant sans but que l'on finit par être? Ce rien que pourtant chaque matin nous révèle, juste avant que nous nous attribuions nom, fonction, religion. Autour de ces questions d'identité et d'appartenance, que de conflits, de guerres, d'errements psychologiques. Voilà. Le bouquin de les synthèses vocales. Enfin, merci, tant mieux. Non, voilà, écoutez, c'est vraiment un très beau livre. C'est un livre de chevet, parce que vous ne pouvez pas lire ce livre comme un roman. Il est très dense. À chaque fois, soit, comme je vous l'ai montré, une anecdote amusante, mais parfois un ancrage dans un lieu plus sensible. C'est très très intéressant. Chaque soir, on peut lire une petite séquence. Et on chemine avec Jean-Pierre sur ces chemins du monde. On voyage ce monde avec lui, avec un très très grand plaisir littéraire, vraiment magnifique. Bravo. Après, il faut faire attention. Moi, j'ai eu des gens qui ont acheté mon bouquin. Oui. Récemment, je suis invité quelque part. Et il y avait leur voisine qui avait acheté un livre. Elle n'a pas pu venir manger avec nous alors qu'elle était invitée parce qu'il paraît que j'ai mis des choses beaucoup trop intimes. Oui, il y a beaucoup de choses intimes, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, beaucoup de rencontres féminines, mais franchement, moi je dois dire qu'elles sont écrites avec beaucoup de respect.
On peut discuter ça. On peut dire. C'était pas que l'aspect. Oui. C'était aussi l'aspect. De tout dire. Non. Moi, je trouve que c'est faux. Hein. Il y a vraiment une grande pudeur. Il y a une grande pudeur que tu n'as pas forcément dans la vie de tous les jours, si tu veux. Parce que quand tu parles, voilà, c'est. Mais. Oui, Eric. Oui. Non, ce que je comprends pas, c'est que c'est beau justement le partage, la vérité, le temps. Absolument. Se mettre vulnérable en face des autres. Je trouve que c'est génial. Aujourd'hui, tout le monde justement évite cet aspect-là. Aujourd'hui, on se cache derrière tellement de carapace. De carapace, de bienséance aussi, qui est la marque actuelle d'une pensée qui doit être formulée de façon politiquement correcte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pas toujours ce qu'il faut. L'hypocrisie sociale. Non, il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de respect, et donc c'est un livre magnifique, qui fait penser à Montaigne, à Cheval, hein, Montaigne souffrait beaucoup, il n'avait pas de problème de Dieu, mais problème de rein énorme, et donc il chevauchait, il voyageait le monde aussi, pour aller chercher quelque chose de lui-même, de l'intérieur de lui-même. Alors voilà, ça fait la transition avec Éric Brun-Sanglard, reconstruire sa maison intérieure. Donc le titre, reconstruire sa maison intérieure. Oui. Je voulais savoir, voilà, c'est discuter, hein, C'est une transmission. Transmission. Je disais que c'était un petit micro, je dis non, vraiment. Alors, être bien chez soi et en soi. Alors, avant tout de suite de donner la parole à l'habitude, si vous me le permettez, je vais dire tout de suite le début de votre livre. Avec plaisir, oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça s'appelle, c'est une introduction. Le devoir de transmission, vous donner les clés pour être en harmonie chez vous et en vous. À 33 ans, j'ai perdu la vue à cause d'une infection virale. Je pensais vivre mes derniers jours. Selon mon médecin, il ne me restait plus que quelques semaines. Le cytomégalovirus, un virus connu pour être transmis par les chats aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes et aux personnes dont le système immunitaire est déficient, ce qui était mon cas, avait attaqué et détruit mon nerf optique et il pouvait très rapidement s'étendre au cerveau. Mon corps n'avait plus la force de combattre la maladie et les 2 globules blancs qui subsistaient en moi n'allaient guère pouvoir me défendre. Sur les conseils de mon médecin, j'ai demandé à mes parents qui résidaient en France de faire le déplacement jusqu'aux États-Unis afin de me soutenir pour mon dernier voyage. Je lis un peu plus loin après. Je me sentais coupable d'abandonner les êtres qui m'étaient chers, mais j'avais aussi et surtout l'impression terrible d'avoir manqué mon passage sur Terre, de ne pas avoir rempli ma mission. Mais quelle était cette mission? Je n'en avais aucune idée. Mais il était évident que j'avais quelque chose à apporter à mon entourage, à réaliser avant de mourir. Cette impression, cette certitude m'obsédait, et ce fut le déclic qui me donna la volonté de me battre à nouveau. J'imaginais alors mon système immunitaire comme un feu qui s'éteignait. Seules quelques braises rosâtres persistaient. Mais quand je les visualisais en me concentrant, elles reprenaient de l'intensité, passant du rosâtre à un rouge lumineux. Fréquemment, durant mes journées, je refaisais cet exercice. Et progressivement, ces braises ont ranimé mon feu intérieur qui s'est transformé en fournaise. De même, j'ordonnais à voix haute à mes 2 seuls globules blancs, « Make babies, faites des enfants !» Je les avais d'ailleurs surnommés Adam et Ève. Et par ce travail de visualisation et de persuasion, comme par miracle, et à l'étonnement de mes médecins, ma force revint et la progression du virus fut stoppée. Avec l'aide supplémentaire de nouveaux médicaments révolutionnaires approuvés en urgence par les autorités médicales américaines, j'ai échappé à une mort imminente. Le temps était venu alors de se rétablir et de se reconstruire. Je pris la décision de relancer les travaux entamés dans ma maison quelques mois plus tôt et laissés en suspens à la nouvelle de mon fracassant diagnostic. Alors, je dirai un autre passage tout à l'heure, on va déjà s'arrêter là. C'est tout à fait saisissant,
non seulement résilience, mais on peut dire renaissance. Comment vous l'éprouvez encore, ce moment de... Je l'éprouve non seulement que ça continue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle un petit peu dans le livre, mais aujourd'hui j'ai encore une autre épreuve, c'est-à-dire que mes reins ont flanché en 2006 et j'ai eu un transplant de rein en 2007. Et là, qu'ils sont à nouveau en train de, le transplant est à nouveau en train de flancher, donc je me retrouve à nouveau à devoir me battre et survivre pour jusqu'à un moment donné où j'aurai un nouveau transplant de rein. Oui. Donc oui, en fin de compte, j'ai l'habitude depuis toujours, ma vie c'est les montagnes russes, c'est des grands hauts, mais des bas qui sont très très bas. Mais ce qui est important, c'est que pour moi, cette expérience de vie ne m'appartient plus. Oui. Elle est là pour être partagée, pour inspirer, pour motiver. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne me considère pas comme auteur. Moi, pour moi, c'est un témoignage qui est fait pour les autres. Oui, on peut dire auteur quand même, parce que votre écriture est très précise, très percutante, très sobre. Et elle marque très, très, très fort. Je ne sais pas la réaction du public, mais quand on lit ces phrases incisives, courtes, précises, et quand on voit aussi comment la force de la résilience, qui part de couleurs aussi et de chaleur, hein, cette synesthésie qui existe déjà là, quand vous parlez vous sentez comme un foyer, là, vous sentez quelque chose de chaud, c'est rosâtre, et petit à petit, la couleur va se préciser. Et ça, c'est l'œuvre de quelqu'un qui écrit, hein, il n'y a pas de problème. Et alors, la suite, vous allez nous raconter une histoire extraordinaire de maison. Alors là, c'est absolument passionnant, parce que juste après, vous dites, ainsi, je me dois d'évoquer la maison que j'ai acquise à l'âge de 37 ans. Alors, je vais chercher un petit peu. Donc, cette maison, vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette maison était pleine de défauts et de fragilité, et que je l'ai pourtant achetée sans hésitation. Folie? Non. Non, me dit-il. La maison nous choisit, elle aussi, parce que nous lui ressemblons. Et si cette maison reste la plus symbolique de toutes celles que j'ai achetées et dans lesquelles j'ai vécu, c'est parce qu'elle représente un défi plus personnel, plus intime. En effet, c'est la maison pour laquelle je me suis le plus investie émotionnellement. Alors, il nous dit plus loin, la plupart des pièces étaient trapézoïdales. Outre ses formes peu harmonieuses, elle était, écoutez bien, directement construite sur une chape de béton qui s'était largement fissurée lors d'un tremblement de terre. L'agent immobilier m'expliqua que les fissures se concentraient de l'entrée au milieu du salon. Elle traversait donc une partie importante de la maison, s'invitait dans le quotidien du propriétaire, et même si elle s'était cachée sous l'épaisse poquette blanche, il était impossible de ne pas les prendre en compte, de se voiler la face. Et bien, j'ai pourtant décidé d'acquérir cette propriété, malgré ses fissures, et inconsciemment choisi pour ses graves défauts. Ce tremblement de terre qui l'avait fragilisé, c'était le reflet du tremblement de terre que je venais moi-même de subir. Magnifique, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce qu'est devenue cette maison et comment vous l'avez transformée? Cette maison, en fin de compte, comme je dis, c'était moi. Elle me ressemblait et en refaisant cette maison, je me suis refait également. C'était ce parallèle entre les deux et c'est ce dont je parle dans ce livre. Oui, c'est ça, c'est une blessure. C'est une blessure interne qui était matérialisée par la maison. Oui. Et en travaillant sur tout ça, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai compris beaucoup de choses, combien notre environnement nous ressemble, qu'on le choisit et qu'on a un impact dessus, que nous avons le pouvoir de changer, de se réparer, et que ça c'est un choix que l'on fait nous-mêmes. Et à travers ce choix, j'ai appris beaucoup de choses sur l'environnement, et ce livre est là pour le partager, pour que tout le monde, et ça n'a rien à voir avec être aveugle ou voyant, c'est que tout le monde a des chocs, des tremblements de terre dans leur vie, ou des problèmes plus simples, mais que notre environnement peut nous aider. C'est un peu un effet domino. En changeant notre environnement, on nous change nous. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers ce livre. Je parle de tous les sens, que ce soit du toucher, des odeurs,
des énergies, des couleurs, vraiment de tous nos sens, mais aussi pièce par pièce, quel est l'impact de chaque pièce sur notre vie, autant que ce soit le salon qui est une pièce de vie où on échange, que ce soit notre chambre, notre bureau, ou même l'extérieur d'une maison, ou d'un appartement d'ailleurs. Mais tout ça a un impact sur le choix, sur comment on refait, sur comment on aménage, sur comme je disais, les odeurs et l'impact que ça a sur notre vie de tous les jours. Oui, justement, on revient toujours à cette idée de synesthésie des sens. Alors que oui, la définition médicale, je crois que c'est Jean-Pierre qui la donne à un moment donné. En fait, c'est une pathologie, la synesthésie. C'est une hypertrophie des sens qui mélangent, etc. Alors qu'en fait, on le voit bien, hein, c'est au contraire une manière d'appréhender le monde par pas seulement un seul sens, c'est plusieurs sens à la fois. Et vous l'incarnez parfaitement. J'ai aussi été intéressée dans le livre quand vous parlez de votre appréhension au sens de préhension de l'espace, alors que vous ne voyez pas, mais vous avez votre manière à vous de vous approprier l'espace pour posséder des gens, par exemple, qui viennent vous demander de l'aide pour leur intérieur, l'intérieur de leur maison. Comment vous vous y prenez quand vous rentrez dans une maison pour la comprendre, pour la sentir? Voilà, vous savez, c'est comme quand on rencontre quelqu'un, c'est l'énergie qu'on ressent. Oui. Quand on rentre dans une maison, d'abord on fait un diagnostic, un diagnostic sensoriel. C'est-à-dire que je pense que l'avantage que j'ai, c'est que je ne vois pas ce qui est là, mais je vois déjà ce qui pourrait être, ce que ça pourrait devenir. Donc, je ne suis pas bloqué par le visuel, je suis au contraire à l'étape suivante. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est quand ils viennent visiter un appartement, une maison, c'est de fermer les yeux et de diagnostiquer l'endroit. À travers, d'ailleurs, je donne des exemples dans le livre, des gens qui ont acquis des propriétés, par exemple, avec un très beau jardin, mais qui n'allaient jamais dans le jardin et qui ne comprenaient pas pourquoi. Oui. Donc, en fin de compte, ce que c'était, c'est qu'il y avait un bourdonnement au loin. Ah oui. C'était le bruit de l'autoroute qu'ils n'avaient jamais vraiment remarqué. Il y avait quelque chose qui les gênait. Et ce bourdonnement, parce qu'ils cherchaient visuellement des repères, ils ne le réalisaient pas, parce que c'était quelque chose qui était trop... ce qui était invisible, quelque part. Oui, c'était au-delà du visible. C'est aussi le sous-titre de Jean-Pierre, par-delà le visible. On a presque l'impression, à vous lire, que fermer les yeux, ne pas voir, donne une capacité de perception et de compréhension plus intense. C'est ce que vous diriez ? Bien sûr que je le dis, bien sûr que je le dis. D'ailleurs, hier soir, je faisais une conférence, un dîner, où les gens ont mis des masques pour, justement, parce que je parlais de mon expérience de vie, j'ai échangé avec eux, et tout le monde a dit à la fin, mais c'est vrai qu'on est plus dans l'écoute, on est plus dans le ressenti, on est beaucoup plus présent quelque part. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que moi j'utilise toujours le même vocabulaire. Moi je vois, parce que je vois, quand on voit avec tous nos sens. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont envoyées au cerveau, peut-être via l'œil, mais dans mon cas c'est via avoir tous mes sens. Moi je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement visuel. Quand je voyage aussi, je voyage beaucoup, je vois les paysages, je peux vraiment dire ça. Oui, vous pouvez dire que vous le voyez. Mais vous avez besoin qu'on vous les raconte? C'est notre expérience quand on me raconte, c'est quelque chose de très, très beau, parce que quand on vous raconte quelque chose, même un tableau dans un musée, j'aime beaucoup les musées, vous voyez tout d'un coup quelque chose, vous le ressentez d'abord, il y a une énergie que vous ressentez, que en tout cas je ressens, et après vous le voyez à travers les yeux de quelqu'un. C'est une très belle expérience, c'est une intimité. C'est vraiment un échange. C'est un échange et vous allez prendre 4 personnes. Comme une en quelque sorte. Oui, mais vous prenez 4 personnes différentes et ça va être 4 tableaux différents. C'est assez génial cette expérience, c'est vraiment très intime. Oui. Et vous exercez toujours ce métier parce que vous êtes très célèbre aux États-Unis, apparemment, avec votre émission le blind designer. Non, Designing Blind. Le blind designer, c'est un peu c'est mon nom là-bas. Bien sûr que j'exerce toujours en France, oui, mais aujourd'hui je donne beaucoup de conférences, justement. Je donne aussi des séminaires dans des écoles d'archi et je travaille avec les jeunes. J'ai pas mal d'activités et j'essaye toujours de voyager pas mal. Et ce qui, aujourd'hui,
aujourd'hui avec ce livre. Et pour moi, c'est vraiment la transmission aujourd'hui, c'est vraiment le partage, la transmission qui m'intéresse, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que notre parcours n'est pas anodin. Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans votre livre, c'est le fait que, vous savez, il y a des livres sur le sujet, refaire sa maison, se débarrasser des objets qui vous empêchent de